Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog dans lequel j'ai l'honneur, le privilège de recevoir Monsieur Ludovic Egraz. Salut Ludo, comment ça va? Salut Seb, comment tu vas? Ah, ça va très très bien. Écoute, je suis bien content que tu Euh, sois là avec nous. Merci pour ton invitation, c'est bien cool. Bah de rien, tu sais, c'est le partage quoi. Tu vois, c'est ça que j'aime Voilà. moi. Tu vois. Enfin, pas dans tout, hein, mais voilà. Mais alors, est-ce que tu peux te présenter pour le peu de gens qui ne te connaîtraient pas? Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Alors, donc, je m'appelle Ludovic Egraz, je suis musicien de formation et je suis devenu journaliste. Donc, j'ai travaillé très longtemps pour un magazine qui s'appelait Guitare et Clavier. Après, j'ai cofondé Guitare Extreme Magazine, Batterie Magazine, Bassiste Magazine. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelle United Guitars, donc qui consiste à réunir des guitaristes de l'ancienne génération, de la nouvelle génération, des gens très connus, des gens pas du tout connus, des gens en émergence, et de les faire composer ensemble et enregistrer des albums dans un studio avec tout un une dimension vidéo aussi, puisque les sessions de studio sont filmées intégralement. Top. Et Ouais. Donc on a fait 4 albums pour l'instant, et je pense qu'on en fera un cinquième cette année. Voilà. donc là, tous les liens qui te concernent sont dans la description pour les gens qui veulent te suivre, etc., qui veulent notamment suivre le projet United Guitars. Il y a une chaîne YouTube, donc pour Guitar Extreme Magazine, pour United Guitars, je mettrai tout en description. Super. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises comment toi tu as commencé la guitare, qu'est-ce qui t'a donné envie, quel a été ton parcours. Alors moi, mon parcours, ça a été la musique. Déjà, ça a commencé très tôt parce que j'ai des parents mélomanes, un père pianiste amateur mais assidu. Donc très tôt, moi, quand j'avais 5 ans, ils m'ont collé aux classes d'initiation musicale et j'ai joué très vite du violoncelle en fait. Donc j'ai été assez loin dans le violoncelle, j'ai été jusqu'au prix. Voilà, donc ça déjà c'est vraiment la base de ma formation. Et il s'est passé qu'au collège, un peu avant le collège, ça a commencé beaucoup plus tôt en fait. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à écouter avec des cousins AC/DC, des groupes comme ça, et direct ça m'a fait vriller en fait. Et donc je me suis intéressé vraiment à la guitare à partir de l'âge de 9-10 ans, sans vraiment avoir la possibilité d'en toucher une. C'était plus de l'ordre du fantasme d'en jouer, on va dire. Voilà, ça m'est arrivé carrément d'aller manger chez des gens avec mes parents où le fils avait une guitare électrique, et je me rappelle que j'ai passé tout le repas dans sa chambre à regarder la guitare, à la toucher. Genre c'était un peu un truc incroyable quoi. Et j'ai fini par en jouer. Voilà, au collège en gros. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vu que j'avais une formation de violoncelliste assez costaud, bah en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir réellement appris à jouer de la guitare en fait. Hmm. C'est-à-dire, dès que j'ai posé les mains dessus et que j'ai commencé à essayer de jouer des trucs, bah tout de suite, j'ai eu un espèce d'acquis qui était là. Donc, ça veut pas dire que j'ai pas travaillé, parce qu'il y a des choses assez spécifiques qu'il faut développer et acquérir, mais je me souviens que par rapport à tous les gars de mon âge qui apprenaient la guitare en même temps que moi, le fait d'avoir ce bagage de violoncelliste, ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps et de et d'efforts. Voilà. C'est Voilà, top. donc j'ai commencé à jouer très vite dans des groupes. Ouais, la fin du collège, je jouais déjà dans des petits groupes. Lycée, pareil. Et puis bon, j'ai continué un petit peu le circuit des groupes, plus dans le rock et dans le métal, avec voilà, des expériences d'albums, de tournées, de choses comme ça. Et parallèlement, j'ai commencé par le biais d'un stage, complètement par hasard, à travailler dans des magazines de guitare. C'est génial. Mais ma petite question, est-ce que tu as... parce que j'en ai parlé avec Julien Bitoun il n'y a pas si longtemps, là, il est venu faire un peu des trucs dans ma dernière formation. Est-ce que tu as fait des études en rapport avec ça, avec le journalisme, ou en fait c'est un peu, entre guillemets, un don? Alors moi, j'ai fait un truc un peu spécifique au lycée de Sèvres.
C'était un lycée pilote. En fait, c'est le premier bahut en France qui a fait ça. Il y avait ce qu'ils appelaient le brevet de technicien de la musique. Donc c'est un truc, tu embrayais dessus après la troisième. Et c'était un cursus qui se passait sur seconde, première, terminale, où en fait on avait des cours de technologie instrumentale, on apprenait à faire des arrangements, donc de l'écriture musicale, on apprenait tout ce qui était en rapport avec la technologie, des instruments d'orchestre, les tessitures, les clés de transposition, on avait des cours d'histoire de la musique et d'histoire de l'art, on avait un studio d'enregistrement à disposition, donc pour apprendre ouais, on va dire les rudiments de la prise de son et du métier d'ingé son. On faisait de la régie d'orchestre, des choses comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quelques années avant que j'y aille, Louis Winsberg, par exemple, a fait cette formation. Voilà. D'accord. Ah, ok. C'est en partie pour ça que j'avais voulu la faire, parce que je commençais à écouter Sixon et des trucs comme ça. Et j'avais vu qu'il y avait ce truc-là, donc ça m'avait intrigué et je m'étais renseigné. Et voilà, donc j'ai fait ce cursus-là, et en fait, on avait plusieurs stages à effectuer, donc j'ai essayé de faire de la régie dans des salles de concert, ça m'a pas vraiment plu. Ouais. Et puis il y a un mec dans la promo d'avant moi qui avait fait un stage dans ce magazine qui n'existe plus, qui s'appelle Guitare et Clavier, qui s'est arrêté en 2001, je crois. Et donc j'ai recontacté ce magazine et ils m'ont pris pour faire un stage, et en fait à l'issue de mon stage ils m'ont gardé comme journaliste. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que, alors, je tiens à dire ça parce que lorsque j'ai eu l'occasion de faire de la publicité dans Guitare Extrême, en fait, je veux dire, vous m'avez envoyé donc les guitares extrêmes à la maison, puisque je vis à l'étranger, donc je j'ai pas le loisir enfin, d'aller dans un marchand de journaux où je trouverais des magazines de guitare ou simplement des magazines français. Et quand Mhm. j'ai lu les articles, j'ai été surpris par en fait la qualité de l'écriture dont toi tu fais preuve, dont Julien Bitoun aussi fait preuve. Mhm. Il y a aussi il y a aussi Florent Passamonti qui on sent que les gars enfin en tout cas voilà, je voulais vous dire que c'était quand même je trouve ça beau de bien écrire le français comme ça. Pour moi c'est quelque chose de bien quoi. Enfin c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup en tout cas. L'avantage de la presse, quand tu as 10 pages d'interview sur un musicien, tu peux aller peut-être plus dans la profondeur du sujet que si tu lui parles pendant quelques minutes en vidéo. Ça fait partie enfin, du côté encore particulier, on va dire, de l'écrit. Voilà. Même si je sais que les gens aiment de moins en moins lire, Ah oui mais non mais oui. Mais bon, mais en tout cas, ça reste quand même vachement appréciable. Je pense que c'est un truc, ce que je disais à Julien aussi, c'est que c'est un truc de boomer maintenant de lire en fait. J'ai l'impression ouais, que. je sais pas. Je pense que c'est, oui, c'est probablement. Alors après, bon, on a toujours quelques lecteurs qui viennent nous voir sur des salons qui sont pas des boomers, et ça fait plaisir. Mais oui, enfin Oui, dans l'ensemble, je crois que les gens ils sont ils vivent dans un espèce de monde épileptique où tout se passe derrière un écran, quoi. ouais. Oui, regarde. Et même là, même nous qui aimons. Alors quand je dis boomer, je parle pas des autres, je parle complètement de moi parce que je me considère maintenant comme un boomer en plein dedans, quoi, tu vois. Hum, Mais oui, même là, bon, oui, mais après, ça donne. Enfin, il y a des avantages. Il y a une bien sûr. différence quand même entre consommer du contenu éducatif sur YouTube, etc., ou des formations en vidéo, et après scroller à longueur de journée de 5 secondes par vidéo de TikTok, quoi. C'est sûr. Puis pour moi, c'est aussi de l'ordre c'est des vitesses de consommation qui sont différentes. C'est-à-dire, pour moi, en ligne, on va vraiment consommer des choses enfin, de manière un peu plus rapide. On a des informations assez immédiates comme ça. Et quand on veut plus prendre le temps et puis apprécier le truc différemment, on peut lire ou une méthode, ou un magazine, ou un beau bouquin, ou un truc comme ça. Hmm. C'est, c'est vraiment c'est exactement comme écouter un vinyle tranquillement avec ta chaîne hi-fi qui sonne bien, et puis l'écouter avec ton smartphone dans la rue sur Apple Music. Enfin, c'est deux choses différentes. Oui, ouais, deux choses complètement différentes. Et
alors, ce qui est intéressant parce que on t'avait déjà reçu dans le podcast Culture Guitare, je crois que le podcast c'est le plus long qu'on ait fait. Je crois qu'il avait duré 2h30 parce que tellement que tu nous racontais d'anecdotes. Alors, ce que les gens, enfin, en tout cas, ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as rencontré pratiquement 100% en fait de toutes les grandes vedettes de la guitare mondiale. C'est Ouais, j'ai rencontré vraiment la plupart enfin des guitaristes que j'aime et que je rêvais de rencontrer, à l'exception de quelques-uns que je rencontrerai probablement jamais parce que c'est trop tard, je pense. Voilà, j'avais toujours dit que le jour où je ferais une interview avec Angus Young, j'arrêterais de faire ce boulot-là. Et j'avais eu une opportunité pour l'interviewer en 96. Et manque de chance, j'avais dû partir en voyage promo pile au moment où il donnait des interviews à Paris, donc j'avais loupé le coche. C'est quelqu'un d'autre de ma rédaction qui l'avait fait. Et depuis, c'est devenu extrêmement difficile de le rencontrer. Donc ça n'arrivera sans doute jamais, vu que maintenant ils sont vieux et qu'ils ont autre chose à foutre aussi. ouais. Mais oui, enfin voilà, j'ai arrêté de compter, mais quand j'avais fait un genre de décompte il y a un peu avant le Covid, je m'étais amusé à faire ça, j'étais à quelques 2500 interviews. Oh, c'est incroyable. C'est Voilà. incroyable. Des fois, il y a 8 fois le même, hein, mais bon, ça représente quand même un nombre d'artistes assez hallucinant. C'est... Et est-ce que t'en as un qui t'a marqué particulièrement un mec dont tu n'es pas forcément fan, mais que en fait son charisme, son aura, sa façon de parler t'a particulièrement marqué en fait. Bah, disons qu'il y a des gens dont t'aimes vraiment la musique, et puis quand tu les rencontres, tu t'attends pas forcément à ça. Et alors ça peut te marquer dans le bon sens comme dans le mauvais, mais je sais que par exemple, c'était vraiment hyper intéressant de rencontrer des gens comme Sean Lane pour moi, ou comme Alan Ellsworth, des gens comme ça, qui c'est pas forcément les gens les plus connus qui m'ont marqué. Les premières fois où j'ai rencontré Steve Vai, ouais, c'était assez impressionnant aussi, parce que c'est pareil, j'ai tellement poncé Passion and Warfare, Sex and Religion et des albums comme ça que ça fait forcément quelque chose, quoi. Voilà. Surtout que c'est vrai que je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça, parce que la première fois que j'ai vu Steve Vai en concert, j'étais tellement fan et je le mettais tellement, si tu veux, pour moi c'était plus que Dieu, c'était Chuck Norris, tu vois. Et limite quand je l'ai vu en concert la première fois, c'est pas que ça m'a déçu, mais ça m'a alors j'ai pas été déçu du tout du concert, bien au contraire, j'ai pas été déçu de la musique, bien au contraire. Simplement, c'est un peu comme si comme si Dieu se matérialisait, ça totalement, ça serait, tu vois, tu te dis ah merde, en fait, il est humain. C'est un peu ça que tu te dis, tu vois, quand. Oui, donc il y a aussi un phénomène qui est lié un petit peu à ce qu'on disait au début, qui est lié complètement, je trouve, à Internet. C'est-à-dire que nous, on vient peut-être d'une génération où on n'avait pas accès à tout le quotidien de ces mecs-là. On voyait pas autant de vidéos d'eux en train de faire des choses, alors de bien jouer, de moins bien jouer, de jouer des trucs nazes des fois. Donc on, on avait une espèce de... On idéalisait vachement ces mecs-là. Et on se disait, putain, les voir en vrai, ça doit vraiment être un truc hallucinant, quoi. Et en fait, on a tellement idéalisé le truc que finalement, bah, quand tu les rencontres pour de vrai, tu te rends compte que c'est des gens comme tout le monde, qu'ils ont un super niveau et que c'est des super artistes, mais qu'en même temps, ils sont pas toujours en forme sur tous les morceaux, que des fois, il y a des pins, que des fois, leur manière de bouger sur scène, elle est pas aussi flamboyante que ce qu'on avait imaginé, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est moins le cas, parce avant de voir quelqu'un en concert, on peut déjà voir 10 000 vidéos de lui sur YouTube. Donc, on a moins ce côté... ça a désacralisé pas mal de choses, quand même, je trouve. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, c'est ce que je disais, je sais plus, j'ai parlé à un moment donné d'un truc où je disais que le fait de voir les artistes en live plutôt qu'en vidéo, même si c'est la même chose, admettons, mais en live, il se passe quelque chose, il y a autre chose, il y a l'énergie humaine, il y a la chaleur humaine, il y a le son qui est puissant, en général, dans les salles de concert. Donc
malgré tout, c'est vrai que comme tu dis, les vidéos ont désacralisé les choses et ça permet par exemple à des gens qui n'auraient jamais eu l'opportunité de voir des gens comme ça en concert ou de le connaître simplement à avoir accès à ces gens-là. Mais en même temps, on a tendance à moins aller au concert, etc. J'ai l'impression que les gens... ouais, bah on ira voir le concert sur YouTube, tu vois. Et ça, Il y a... c'est un truc qui m'a vraiment choqué. J'ai un ami qui s'appelle Fanalo, qui est Mm. directeur du CIAM, l'école à Bordeaux, que tu connais peut-être. Ouais, ouais. Et, et il m'expliquait il y a pas très longtemps, ça doit être 2018 ou 2019, un truc comme ça, ils ont reçu Guthrie Govan, qui est venu faire un clinique au CIAM. Mm. Et bon, Guthrie s'installait, puis il y avait 3 personnes dans la salle, quoi. Et donc il a été voir les élèves de l'école, et il leur a dit putain mais qu'est-ce que vous foutez, Guthrie va commencer son clinique dans 5 minutes. Et les mecs ont dit non mais on va pas y aller parce qu'en fait on a déjà vu tellement de vidéos de lui sur YouTube qu'on a déjà fait le tour de la question, quoi. Et Ouais. c'est un peu choquant parce que quelque part voilà. Et moi je comprends complètement par exemple l'attitude d'un groupe comme Tool. Je sais pas Mm. si t'aimes bien Tool ou Oui, pas, mais oui, oui, j'aime bien. c'est un groupe qui a décidé de très peu se montrer, de très peu donner d'interviews, de très peu faire de vidéos privées enfin, qui vont mettre sur leurs réseaux sociaux, des choses comme ça, pour maintenir justement cette espèce de sacralisation, c'est-à-dire si on veut les voir, il faut aller au concert, il faut écouter les albums pour essayer de comprendre de quoi il en retourne. Et ils aiment se faire très rares et ne pas se montrer justement pour aller à contre-courant de ce monde épileptique où on est habitué à voir, je sais pas, limite, tu peux savoir ce que Slash a bouffé à midi, où il était, ce qu'il va faire. Enfin, tu vois, et je comprends complètement les groupes qui essayent de faire ça, ou ce qu'a essayé de faire le mec de Ghost pendant quelques années, de pas révéler son identité, personne connaissait sa gueule, des fois il révélait une identité qui s'avérait être fausse pour induire les gens dans une fausse direction, et ça maintenait une espèce de d'aura quelque part autour de son projet. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, ouais, le monde d'épileptique, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et puis, C'est peut-être pas le bon mot, mais disons qu'on est dans une époque maintenant. Alors comme tu dis, il y a plein d'avantages, hein, c'est sûr, mais par contre, tout est banalisé. C'est-à-dire quelqu'un qui va être un extraterrestre à la guitare, qui va travailler sur ses réseaux sociaux, enfin, qui va essayer de faire son trou, et les gens vont adhérer jusqu'à un certain point à ce qu'il fait, mais quelque part, il va être victime d'un phénomène de banalisation où quelque part, ouais, on a déjà vu Matteo Mancuso, on a déjà vu machin, ouais, après tout, c'est un autre mec qui joue bien, bon, ouais, voilà. Et quelque part, les gens enfin, je trouve que les guitaristes émergents actuellement, ils sont un petit peu, ouais, victimes de ça malgré eux, c'est-à-dire ils ont beau être extraordinaires quelque part, ils sont d'entrée de jeu un peu banalisés, je trouve. je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être pas forcément à cause des réseaux, tu sais. Je pense que c'est aussi le fait de la consommation musicale aussi, parce que il y a une grande différence entre faire des shots de 20 secondes sur Instagram pour impressionner la galerie, voilà, et après de publier un album qui lui va être écouté, réécouté et encore écouté, comme par exemple, j'imagine que toi c'est pareil, si jamais si on met dans la même pièce la Passion and Warfare, tu vas l'écouter. Bien sûr. Et ça t'empêchera pas d'aller voir les vidéos de Steve Vai, etc. Je trouve que ce qui manque aujourd'hui, et je trouve que c'est dans l'art en général, dans même la littérature en général, dans la peinture en général, dans la musique, dans tout, c'est qu'on a du mal euh, à contrebalancer en fait la progression technologique, la progression sociale de médias, etc., avec la créativité en fait. T'as l'impression Oui, que même si on prend Passion and Warfare, on va parler de Passion and Warfare, mais si je prends aujourd'hui Passion and Warfare et que je le mets en 2024, j'ai l'impression qu'il y a une dose de créativité que j'ai du mal et que je ne trouve pas, parce que, bon, tu parlais de Guthrie Govan, pour moi Guthrie Govan il est monstrueux, pour moi c'est un pédagogue monstrueux, c'est un musicien monstrueux, un technicien monstrueux, tout ce que tu veux. Par contre, moi sa musique, elle m'en touche une sans faire bouger l'autre. alors, Govan, il a l'avantage d'être un improvisateur génial. Donc, quelque part, moi, je me suis même surpris
à mettre dans mon téléphone des impros jam track central de Guthrie parce que je trouve que c'est tellement musical que même si c'est sur un backing track, un truc comme ça, je peux presque prendre plaisir à les écouter. Tellement c'est chouette. Après, c'est complètement vrai ce que tu dis, mais il y a aussi une histoire d'économie, c'est-à-dire Passion and Warfare, même si Steve Vai il a fait l'album chez lui, que à l'époque il l'a fait pour peut-être pas cher, je suis sûr que dans les faits le budget de Passion and Warfare ça devait être pas loin de 200 000 $, on va dire, je pense. Parce qu'à l'époque un album, tu vois, il louait quand même les services de bons musiciens. Je sais pas, il y a Greg Bissonette, je crois, dessus, il y a Tracy Bodon, un autre batteur, il y a Stu Ham qui est venu faire des basses, il y a le claviériste avec qui il joue avec Zappa. Bon bref, tout ça faut le payer. Aujourd'hui, un album de rock, pour avoir un budget comme ça, c'est impossible. Donc forcément, tu mets moins de temps pour le faire. Tu le fais un peu avec les moyens du bord. Tu dis bon, on va faire les grattes à la maison avec Guitar Rig et on va les riamper après plus tard. T'es pas forcément tous ensemble parce que ça coûte cher de tous être au même endroit dans un studio, de loger au même endroit, de tout ça. Donc finalement, on tire les coûts vers le bas pour qu'un album, on essaye de le maintenir dans un budget, allez, on va dire de 30 000 € maximum peut-être, je sais pas. Donc ça fait une grosse différence. Tu vois, je parlais de ça par exemple avec un jour avec le batteur de Deep Purple. Et il m'expliquait que c'est pas possible. Eux, à l'époque, quand ils réservaient un studio pour 6 mois, où ils étaient H24 dans le studio, des fois ils jouaient aux cartes, des fois ils faisaient de la musique, des fois ils racontaient des blagues, des fois ils faisaient rien, et des fois ils bossaient 4 jours d'affilée sans dormir parce qu'il y avait des idées qu'il fallait développer. Et il me disait, tu peux pas faire la même musique quand t'es dans cet environnement-là que quand tu sais que t'as une fenêtre de tir de 15 jours où il faut tout rentrer dans ce laps de temps, quoi qu'il arrive, et puis à la fin, ce sera ça, et puis ce sera pas autrement. Et je pense que c'est quelque chose qui nuit beaucoup à la créativité. Ouais, je pense. Dans le cas d'un groupe. Voilà, puis bon, après. Ouais, pardon, vas-y. On peut aussi parler du son, par exemple. Moi, j'ai la chance d'être pote avec Pascal Fillet, qui est l'ingé son qui a fait Passion and Warfare avec Steve, donc il est resté 4 mois en studio avec lui, à vraiment travailler dur. Après, je sais pas si t'avais vu la conférence qu'on avait diffusée avec Yuri de Groot, où il y a une interview de ce Pascal en question, donc où il explique vraiment la genèse de cet album et le son, c'est-à-dire Steve Vai, il avait 5 ou 6 Marshall modifiés qu'il appelait chacun avec un prénom différent quand il voulait tel ou tel son. Moi j'ai été chez lui, il avait des Ibanez Gem qui avaient même pas de finition, elles étaient en bois brut comme ça, dans des bois différents parce qu'il savait que dans tel ampli, celle-là sonnait différemment, tel truc, machin truc. Aujourd'hui, c'est difficile d'envisager d'avoir un résultat aussi organique et aussi complexe avec un quad cortex. Moi personnellement, j'y crois pas. Alors, il y a des guitaristes que j'adore comme Pliny qui font des super compos, qui ont un univers intéressant, qui bossent que avec des objets comme ça. Mais pour moi, en termes de texture, ça peut pas être pareil en fait. Ah, mais je suis d'accord. Ouais. Voilà. Toi-même, tu joues avec en termes d'organique, en termes d'organique, oui, on est typiquement dans le mot, quoi. Voilà. Oui, et puis tu joues pas de la même façon, t'appuies pas sur les cordes de la même façon, c'est autre chose, quoi. Alors après, c'est peut-être révolu, hein. On peut aussi l'envisager, voilà. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que je m'amuse sur les réseaux de guitare extrême à faire des posts un peu polémiques parce que je trouve ça rigolo. En général, il y a pas mal de reach et de participation. Ouais. Et là, c'était un peu genre, j'ai mis les photos de 5 guitaristes émergents, on va dire de la nouvelle génération. Il y avait un des mecs de Polyphia, il y avait Mancuso, il y avait Mathéus, il y avait Joey Landress, et puis je sais plus qui était l'autre. Bref, et j'ai titré un truc nouvelle génération, sont-ils à la hauteur, tu sais, genre un truc comme ça. Et forcément t'as tous
tous les gens qui ont un certain âge qui vont dire ouais c'est naze, c'est que des techniciens, c'est que des machins. T'as les plus jeunes quand ils sont là qui vont dire enfin qui vont penser l'inverse. Et en fait je me suis rendu compte que aujourd'hui il y a presque des guitaristes qui peuvent accéder à une certaine notoriété, même limite sans composer de morceaux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça c'est très curieux. Je me demande en fait. Un mec comme Asato, s'il sort pas d'album, quelle trace il va laisser derrière lui, quoi. Je pense que si jamais, tu sais, je pense que, alors moi, bon, bah forcément, je les connais tous. C'est des gars que je suis, etc. Il y en a que j'aime plus ou moins, mais euh, le problème d'aujourd'hui, c'est que si jamais demain, qui que ce soit, que tu sois une vedette, que tu sois, tu laisses plus de traces en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, du moment que t'es pas présent, en fait, c'est fini. On parle plus de toi. Même d'une vedette, admettons, prenons. Je me suis fait la réflexion il y a pas si longtemps. Euh, là, on a connu quand même pas mal de morts depuis moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé Internet, on a connu Alan, on a connu Eddie Van Halen, on a connu Jeff Beck, on a connu récemment, très récemment, il y avait Sylvain Luc qui est décédé aussi. Bah oui. T'as l'impression qu'en fait, aujourd'hui, même si t'es pas mort, en fait, simplement si tu publies plus, t'es mort. C'est tout comme. T'as l'impression quand même que même, je parle même pour les trucs vraiment à l'ancienne, quoi. Je veux dire, regarde, il y a toujours tous les alors t'as ceux qui continuent, des anciens, il y en a ceux qui continuent à tourner où tu sens que les mecs, tu te demandes pourquoi ils arrêtent pas, parce qu'en fait ils doivent être tenus soit par leur train de vie, soit par le système, on va dire social américain qui en fait, bah, comme t'as pas de retraite, t'as pas de comment dirais-je de retraite, de chômage, etc. Donc si t'as pas mis de l'argent de côté, bah t'es baisé. Tu peux plus payer ton assurance santé, tu peux plus payer. T'es obligé finalement de travailler jusqu'à ce que tu meurs. Je pense que ce qui va arriver en Europe, ne serait-ce que peut-être même avant ma génération, quand tu vois par exemple mes parents ce qu'il leur reste par rapport à ce qu'ils ont cotisé, tu te dis que c'est chaud. Et il y a quand même ce côté, en fait, tu te demandes, il y en a qui continuent, tu te demandes si c'est pour la musique ou si c'est juste pour l'argent. Et même aujourd'hui, il y a des mecs. Moi, je suis persuadé que s'il y a des gars même très connus, par exemple, si Steve Vai s'arrête de publier, au bout de 6 mois, plus personne parle de Steve Vai. Par défaut, en fait. Et ils diront, ah ouais, putain, j'étais fan de Steve Vai avant, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je suis pas persuadé que dans le cas de Steve Vai, Satriani, par exemple, c'est pas quelqu'un qui poste énormément. Bonamassa, ça fait quelques temps qu'il arrête de publier parce qu'il en a plein le cul des réseaux sociaux et je peux le comprendre. Hein, c'est quelque chose de très chronophage. Moi, je sais que j'avais interviewé Pat Metheny avec Pierre Danel et donc il nous expliquait qu'il devait passer 1 heure par jour à gérer ses réseaux sociaux et que ça l'emmerde profondément de devoir le faire. C'est-à-dire, il y a une notion corvée, mais je pense que ces gens-là, en fait, quelque part, ils ont tellement construit avant qu'ils ont un espèce de sésame d'invulnérabilité, si tu veux. Attends, me dis pas que ces mecs-là, ils gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux. Enfin, moi, à mon échelle, j'ai une personne qui les gère. Mais Metheny gère lui-même ses réseaux sociaux parce qu'il considère que c'est lui qui s'adresse à sa communauté et que quelqu'un d'autre ne peut ouais. pas Alors forcément moi faire. je fais les vidéos sur YouTube, après elles sont recyclées par une personne qui les publie sur tous les réseaux. Et notamment je veux parler de ça parce que tu parlais justement de ce contenu épileptique. Et j'imagine que les gens, alors moi par exemple je suis pas du tout sur, enfin du moins on poste sur TikTok là depuis quelques temps, sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais moi clairement je n'y suis pas du tout. C'est à peine si je me connecte une fois par jour et encore sur Facebook avec mon compte. Mais je le fais très peu. Je publie tout. Enfin, soit c'est une personne qui publie pour moi, ou ça un post, je me mets même pas sur Facebook pour publier. Ce que je veux dire, c'est que on en parlait justement avec la meuf qui gère ça. On disait les commentaires sur TikTok, on est dans du surnaturel. Les commentaires, qu'ils soient bienveillants ou malveillants sur TikTok, alors il se passe un truc, c'est que on parlait d'écriture, notamment vis-à-vis de ton travail, et puis parce que moi qui suis amateur, voire même néophyte de littérature, de poésie, de trucs comme ça, j'arrive à me rendre compte quand des mecs comme toi ou Julien ils écrivent des articles, ben moi par exemple je serais incapable de le faire.
Et, euh, et en même temps, t'as d'un autre côté, où t'as quand même ce côté un peu... euh, t'as envie de, enfin, je sais pas, t'as envie de lire quelque chose de qualitatif. Même par exemple, moi je lis beaucoup de blogs et j'adore quand par exemple la personne elle écrit bien, c'est un plaisir. Et quand tu vois par exemple les commentaires sur TikTok, déjà le niveau en fait de grammaire, vocabulaire, tu te dis, euh, mais hallucinant. Et puis t'as l'impression qu'il y a vraiment des, excuse-moi, des abrutis. Mais quand je dis des abrutis, c'est par exemple, là on est beaucoup présent sur YouTube. Bon, euh, tu lis les commentaires, à 95%, c'est intéressant. Les mecs ne font pas de fautes d'orthographe, de grammaire. À part bon, la plupart du temps, quand en fait les gens qui font des fautes d'orthographe, de grammaire, ce sont les haters. Les gens font, les commentaires sont pertinents. Il y a des gars qui partagent des choses intéressantes, etc. Chose qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et encore pire TikTok. Où il y a des mecs, il y a un mec qui m'a dit sur une vidéo, parce qu'elle m'a envoyé l'imprimé écran du commentaire, le mec il dit, mais ça fait 10 ans que je joue de la guitare, on dirait un prank ta vidéo, parce que je parle d'accord mineur 7 bémol 5, quinte bémol ou demi diminué si vous préférez. Et le mec il dit, mais non ça existe pas, ça fait 10 ans que je joue de la guitare, mais là tu te dis... Enfin... Ouais, c'est du délire. Ouais, et puis c'est intéressant sur l'orthographe ce que tu dis, parce que moi des fois ça m'est arrivé, parce que c'est plus fort que moi, sur certains posts, alors pas forcément liés à la musique, de reprendre des gens et de leur dire ouais, attention, tel mot ne s'écrit pas comme ça, ou là il y a un problème d'accord dans ta phrase, ou un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est le fait de bien écrire et de revendiquer ça, c'est quelque part devenu un peu comme un clivage social. Non. C'est-à-dire que donc les gens prennent très mal, ils ont l'impression quelque part qu'on insulte le statut social. Alors, enfin, c'est très bizarre. Alors que bon, moi je me rappelle, mes grands-parents c'était des gens très modestes et ils écrivaient le français. Alors, après le CM2, ils écrivaient le français, mais mieux que la plupart des gosses d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu vieux con de dire ça, mais c'est vrai. Alors, si tu veux, je vais te dire un truc, parce que j'en ai parlé avec la personne la plus érudite que je connais, qui s'appelle Alain, qui est un ami d'enfance à moi, qui est vraiment un mec très très intelligent. J'adore discuter avec lui, et notamment en littérature, etc. Lui, voilà, il est là, tu vois. C'est le mec qui te dit non mais Michel Onfray, ce qu'il dit c'est de la merde, parce que si, parce que ça, parce que ça, parce qu'il te le démontre par rapport au livre de Spinoza, de Nietzsche qu'il a lu, que lui il a analysé, sur lequel il a fait une thèse, etc. Et on en parlait de ça, notamment de ce truc-là. On parlait, moi, du moins, je commençais à en parler avec lui en disant oui, c'est un symbole du déclin de notre civilisation, de notre société. C'est un peu ce que prêche d'ailleurs Michel Onfray à ce sujet. Et lui, il m'a dit non, moi je suis pas sûr que tu aies raison, parce qu'il me dit aujourd'hui, ce qui fait que, par exemple, ton arrière-grand-mère, t'as jamais lu un billet, quelque chose qu'elle a écrit, pardon. Ta grand-mère, etc. Alors qu'aujourd'hui, lorsque tu écris, c'est aux yeux de tout le monde. Donc il me dit, pour lui, selon lui, en fait, rien n'a changé à ce niveau-là. Il y a toujours eu beaucoup de gens qui faisaient des fautes d'orthographe et de grammaire. Et c'est vrai que même chez des proches à moi que je considère comme des gens érudits, enfin en tout cas éduqués, il y a souvent des fautes voilà, d'orthographe. On en fait tous des fautes d'orthographe, mais il y a parfois, je suis désolé de dire ça parce que je le pense vraiment, c'est que il y a un certain degré de mal écrire. Oui. L'écriture, c'est ce qui formate la pensée. Oui. La lecture, l'écriture. C'est-à-dire que il y a un certain stade, au-delà d'un certain stade, ça veut dire que tu es inapte à penser et à développer des idées. Oui. Je sais pas si je vois ce que tu veux dire. C'est impossible quand tu vois quelqu'un qui structure des phrases n'importe comment ou qui écrit vraiment mais des fautes, mais qu'on peut même pas imaginer. Ça laisse entrevoir que quelque part il comprend pas forcément vraiment ce qu'il écrit ou que voilà. Oui. Mais oui, effectivement, oui, il y a plusieurs degrés. Oui, effectivement, il y a une différence entre un ami à toi qui a arrêté ses études en troisième et qui fait de temps en temps des fautes d'orthographe ou de grammaire qui passent, on va dire. Et puis il y a le mec qui, en fait, limite quand tu lis son commentaire sur TikTok, le mec, t'as du mal à comprendre. T'es obligé de mélanger le verlan, un peu d'argot, la phonétique.
et les émoticônes en fait pour comprendre en fait. Ah oui, d'accord. Ah, il voulait juste dire ça. Oui, d'accord, ok. Il voulait juste dire bonjour, le gars. D'accord, ok, d'accord. Tu vois, c'est oui, il y a quand même deux poids deux mesures. Oui, oui, c'est vrai, je te le concède. Ouais. Hmm. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que je l'avais lu quelque part, je sais plus où, que l'écriture et la lecture c'est ce qui structurait ta pensée, que probablement lorsque tu es euh, que tu es juste au-dessus en fait du level analphabète en fait, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est vrai que tu as du mal à te dire que ces gens-là peuvent effectivement structurer leur pensée simplement parce que l'éveil quelque part n'y est pas quoi en fait. On pourrait même aller plus loin. On pourrait dire que alors c'est pas du tout conspirationniste, hein, mais quand les classes dirigeantes souhaitent avoir affaire à une masse de gens manipulables, on les dirige pas forcément vers des outils qui vont leur permettre de développer la pensée. C'est-à-dire, on va pas les inciter à lire des bouquins, on va pas les inciter à devenir érudits, et c'est vrai pour beaucoup de choses. Je pense qu'il y a, même à un certain stade, c'est vrai avec la musique aussi. Enfin, ce qu'on pourrait imaginer ça, je sais pas, hein, je sais pas toi quel est ton point de vue par rapport à ça, mais Moi, je dirais que effectivement, je te rejoins un peu là-dessus. Après, en règle générale, je suis totalement. Euh, quand je vois par exemple le système, moi j'adore apprendre. En fait, je pense que j'ai cette, moi mon vrai don dans la vie, je pense que c'est ça, c'est que en fait j'apprends, je sais apprendre en fait, j'apprends quand même relativement vite, un peu quel que soit le sujet. Et bon, comme j'ai des enfants, j'ai déjà mon expérience scolaire, je vois mes enfants comment ils travaillent, etc. Je parle un peu avec les autres parents, etc. Moi, plus ou moins, oui, je suis dans de la pédagogie. Hein. Après, voilà, je m'intéresse à la pédagogie, c'est quelque chose qui m'intéresse, la transmission en tout cas. Et quand je vois, si tu veux, le système scolaire aujourd'hui, tout en étant, bon, entrepreneur, hein, je veux dire, parce que moi, je me considère plus aujourd'hui comme entrepreneur que comme musicien, et que je vois par rapport à la façon que j'ai de me former, de consommer du contenu, c'est-à-dire d'écouter des conférences, de lire beaucoup de livres, j'adore lire déjà, voilà. J'ai la chance d'avoir des amis aussi qui lisent beaucoup, avec qui on échange pas mal de pensées, de retours sur des bouquins, etc. Quand je vois le système scolaire dans lequel j'ai été et celui dans lequel est mes enfants aujourd'hui, et dans celui, par exemple, des amis à moi qui ont fait ce qu'on appelle des hautes études supérieures, parce qu'il n'y a que les études supérieures, ça n'existe qu'en France, en fait. Cette notion supérieure, parce que tu as 15 ans d'études, tu serais plus intelligent ou meilleur qu'un autre. Je trouve que, clairement, ça peut pas faire des gens qui réfléchissent. Que tu arrêtes à la troisième ou que tu arrêtes à bac plus 15, j'ai l'impression que les gens on t'apprend pas, voilà ce que tu disais, à structurer ta pensée, à donner ton avis, à toi-même digérer. On t'apprend à interpréter des textes, on t'apprend à faire ci, on t'apprend à faire ça. Et et par exemple, je vois mes trois enfants ont 12 ans, 7 ans et 6 ans. Et donc je vois comment ils ont appréhendé chacun les choses à l'école, etc. Sachant qu'ils ont fait une partie de leur scolarité en Espagne. Voilà, puisque ça aussi, le fait de parler une langue étrangère, tu t'aperçois aussi qu'il y a pas mal de choses enfin, du moins qui peuvent, notamment vis-à-vis du langage, etc., qui peuvent être intéressants. Enfin, tout ça pour dire que, pour moi, l'école, c'est apprendre à colorier à l'intérieur et à pas dépasser la ligne. Dès que tu essayes d'être... Ouais. Moi, il y a un petit peu ça. Le seul truc où je peux être pas forcément d'accord avec toi, moi j'ai remarqué, parce que j'ai donné à une époque beaucoup de cours de guitare, et je pense que les gens qui ont fait des hautes études scientifiques, donc mathématiques par exemple, des choses comme ça, je pense que même si t'aimes pas les mathématiques, mais que tu fais ce genre d'études, ça t'apprend quelque part à structurer les choses. Et moi j'ai remarqué que les gens à qui j'ai appris à jouer de la guitare et qui avaient un profil scientifique, alors ils n'avaient pas forcément toutes les qualités, mais tout ce qui était harmonie, ingénierie dans la technique, c'est-à-dire le fait d'essayer de comprendre comment fonctionne une technique, de l'appliquer et de la reproduire, ils avaient une certaine faculté pour aller très vite dans ces trucs-là.
Oui, oui, Voilà. tout à fait, parce que Après, c'est pas pour ça qu'ils avaient de la sensibilité et que c'était des super artistes, parce que c'est deux choses qui sont absolument pas corrélées. Mais oui, voilà. Alors, je suis d'accord avec toi. Notamment, il y a ce côté aussi, j'aime bien prendre ça vis-à-vis de la guitare aussi, puisqu'il y a un côté, la musique elle-même, elle est très logique, si tu veux. Elle mhm. est très, tout est très logique. Je veux dire, tu as 12 notes, tu peux diviser ça par 12, par 6, 4, 3, 2, 1. Euh, c'est très très logique, tout est bien cadré. Quand tu vois la théorie de la musique, tu te dis, ouais, franchement, moi quand je vois la théorie de la musique et que j'y réfléchis avec du recul, je me dis, putain, franchement, c'est beau ce que les mecs ils ont réussi à faire avec des points et des lignes. Tu vois, je me suis dit, je me dis ça. Et en même temps, nous, notre instrument, il est pas du tout logique. La guitare, c'est quand même pas du tout un truc logique dans un sens. Tu vois. Non, c'est vrai qu'il y a des choses. Et, et je pense que ça, c'est une des choses qui en fait fait que déjà, il se passe. Il y a souvent, il y a ce que j'aime bien, il y a des gens qui ont des facilités en théorie, mais qui ont beaucoup de mal en pratique. Tu dois connaître ce profil de mec qui a un peu compris la théorie, qui te parle des modes, etc., mais que quand il joue, là, c'est le drame. Tu sais, c'est des gens qu'on retrouve facilement en commentaire, qui aiment bien montrer qu'ils ont compris, mais tu vois, derrière, ils ont compris sur le papier, mais derrière, en application, ça marche pas, tu vois. Et Ouais, ouais, c'est pas faux. T'as un truc vraiment intéressant, je trouve, notamment au niveau de l'improvisation. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire les gens qui ont naturellement, même quand ils disposent de très peu d'outils et de très peu de connaissances, ils ont une propension à oui, improviser. C'est quelque chose d'étonnant. Et j'avais une discussion là-dessus avec un guitariste qui s'appelle Vernon Reed, que tu connais ouais, sûrement. ouais. The Living Et, Colors. voilà, il m'expliquait qu'avec Living Color, ils ont commencé leur carrière, ils faisaient des premières parties de groupes comme Testament, tu vois, des trucs comme ça, où il y avait des mecs, genre Alex Kolnick, des guitaristes comme ça. Et eux, en fait, ils venaient vraiment du jazz et de la musique black, tu vois, du hip-hop et tout ça. Et De en la fait, soul aussi, hein, beaucoup, hein. voilà, Living Colors. ils se mettaient sur le côté de la scène et soir après soir, ils écoutaient jouer ces mecs-là. Et en fait, ils comprenaient pas. Ils disaient, il y avait un truc qui me perturbait vachement, c'est qu'ils jouaient toujours les mêmes solos. Et lui, en fait, il explique que dans sa vision des choses, c'est pas possible de faire ça. C'est-à-dire, il dit voilà, il y a un jour, je vais être dans un certain état d'esprit, et le lendemain, je serai pas du tout dans le même état d'esprit, et je vais pas avoir envie d'exprimer la même chose. Et il a mis du temps à intégrer le fait que les mecs apprenaient par cœur des solos qu'ils avaient écrits. Et c'est vrai que moi j'ai vu Living Color en concert sur la même tournée, j'ai même vu Vernon Reid, il avait fait un album qui s'appelle Mistaken Identity, je sais plus, c'était dans les années 90, et j'ai vu 3-4 concerts de cette tournée. Et d'un soir à l'autre, il joue des choses radicalement différentes. Et je pense qu'il y a des gens, même à un stade très peu avancé, ils ont déjà ce truc-là. Mhm. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est du domaine du... c'est pas quelque chose qu'on intellectualise, que c'est presque un truc animal, quelque chose qui... Après, alors, je suis d'accord avec toi dans le ressenti. T'as une journée de merde, tu vas pas faire le même solo que si t'as la patate et tu viens de te prendre deux expressos. Enfin, voilà, il y a effectivement, ça peut, une improvisation du coup peut te refléter une émotion sur le moment. Après, je mettrai dans ceux qui composent leurs solos parce que je suis pas du tout du genre à composer mes solos du tout. Je suis vraiment, je supporte, en fait, je me lasse très vite, donc en fait, c'est pour ça que j'improvise et souvent je regarde la première ou la deuxième. Mais il y a quand même une différence entre le mec qui va composer un solo, qui va apporter quelque chose réellement dans le morceau, qui va être une partie à part entière du morceau, comme par Ouais, exemple, on prendrait le solo par exemple de Hotel California, pour ne citer que celui-là. bien Tu as sûr. après les mecs qui composent des solos par cœur pour en fait donner le meilleur d'eux-mêmes et pour être sûr d'être hyper rapide au maximum de leur capacité à tel moment et puis ça leur donne un game changer chose donc les solos composés qui nous intéressent pas trop et qui passeront jamais à la postérité on... voilà Mhm. sans citer de nom et après t'as le mec qui improvise mais il faut que la musique si tu veux là tu parles d'improvisation donc par rapport à un moment présent par rapport à une émotion que tu peux ressentir sur le moment présent tel jour à telle heure machin etc mais si jamais tu veux être dans cette mood là
d'un point de vue artistique, il faut que tout le groupe et toute la musique le permettent. Parce que par exemple, si t'as ton mec derrière le drummer qui fait son blast, qui met la mise en place sur le Edu 2, et que le bassiste il est là et que lui il blast en double croche, etc. Toi, t'es quand même vachement limité dans l'expression. Si derrière ça suit, c'est ce qui se passe dans le jazz, on pourrait même avoir ce genre de hyper interactivité, notamment dans les trios de Bill Evans. C'est là, pour moi, en tout cas, c'est là où tu t'en rends le mieux compte. Donc même le premier trio de Bill Evans avec Scott LaFaro par exemple, Eddie Gomez, Scott LaFaro il me semble, je sais plus, enfin bon bref, je peux plus te dire les noms, etc. Mais ou quand t'as chez Alan, ou que t'as par exemple Sean Lane quand il part en tournée avec Jonas Elborg et ses potes indiens, là on peut se permettre d'être dans le moment présent, on peut être dans l'expression, mais si la musique s'y prête, si jamais par exemple derrière t'as un batteur qui est trigué, qui blast comme un ouf, etc., toi tu peux moyennement t'exprimer, quoi, finalement. C'est vrai, mais pourtant, bon, t'as des... Alors, on va parler de Guthrie Govan, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion, avec le magazine, de filmer des choses avec lui. C'est quelqu'un sur un backing track qui peut jouer sur 4 prises qui vont se succéder, qui peut jouer des choses vraiment différentes, quoi. Ça va pas être les mêmes phrases, il va pas jouer dans le même registre, ça va pas être tout à fait voilà, et je pense que c'est quelqu'un qui joue exactement comme il parle, en fait. C'est-à-dire, et dans une autre esthétique, Benson, par exemple, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est un improvisateur de génie, et c'est quelqu'un qui ne prépare jamais rien et qui joue tout le temps. Alors, bon, évidemment, il a des phrases, il a un style, Bien sûr. Mais c'est jamais pareil, quoi. Oui. Oui, c'est ces mecs. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait d'écrire certains bouts de morceaux qui peuvent être considérés comme une partie intégrante de la composition. C'est-à-dire, il y a pas longtemps, j'ai interviewé le nouveau guitariste de Deep Purple, qui est putain, j'ai un trou noir de mémoire là, je sais même plus comment il s'appelle, le pauvre. Oui, il remplace Steve Morse, je crois qu'il a voulu rester près de son épouse. Ouais, si j'ai le nouveau guitare extrême quelque part à côté de moi. Mais... Bref, et il m'expliquait qu'il ne peut pas changer donc le solo de Highway Star. C'est pas possible. Il expliquait qu'en Amérique du Sud, quand il joue ce truc-là devant 50 000 personnes, les gens chantent le solo pendant qu'il le joue, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose. Il me disait, si jamais je change une phrase dans ce solo, je vais me faire dégommer dans la rue. Et... Il y a une émeute au Brésil, tu sais. Il y a les favelas qui se rebellent et tout, qui commencent à partir en guerre civile. Putain, le mec, il a pas fait les bonnes notes du solo d'Highway Star, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin bon, oui, ça c'est normal parce que le solo fait partie de l'œuvre à part entière. C'est pas juste un solo de guitare, c'est une partie instrumentale finalement. Bah, il est devenu, ouais. Comment tu dis ? Il l'est devenu, en fait. Oui, il est devenu, ouais. Voilà. Et, je pense qu'Hotel California, c'est la même chose. J'avais eu le privilège de faire une interview avec Don Felder, et de mémoire, il avait travaillé des choses. Après, le solo était pas écrit. Enfin voilà, il avait travaillé la grille avec le petit côté un peu mineur mélodique à un moment donné, machin truc, pour avoir un choix de notes sympa et tout. Mais en fait, à chaque fois, il le jouait pas de la même façon. Et la manière dont il a été joué sur le disque, c'est une façon lambda. Et d'ailleurs, c'est possible que ce soit la composition de 2 ou 3 prises. Où ils ont décidé de garder les moments qui leur paraissaient les plus réussis. Tu vois, Jeff Beck faisait beaucoup ça aussi, c'est-à-dire il enregistrait 10 fois le même solo, à chaque fois c'était un peu différent. Et après, il faisait ce qu'on appelle une comp, où il gardait l'intro de cette prise, le milieu de celle-là, un bout de la fin de celle-là, puis la fin de celui-là. Et donc il faisait des montages, même si à l'époque c'était plus fastidieux qu'aujourd'hui. Mais voilà. Hein. Et pour en Simon McBride, c'est le nom du guitariste de Deep Purple. Comment Simon McBride. C'est un mec McBride. Je connaissais pas du tout. C'est un espèce d'ex-enfant prodige. Il y a des vidéos sur YouTube où à 10 ans il joue Sage Boogie à la télévision australienne.
C'est D'accord. C'est un peu comme ouais, c'est un. Et pour en revenir là à ton, j'ai envie un peu de l'appeler comme ça, ton bébé en fait, c'est United Guitars, d'accord? ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va arriver dans le saison 5 ou pour l'instant c'est complètement top secret? Pour l'instant, on est plutôt dans une phase de réajustement où on se pose pas mal de questions sur comment ça va continuer. Parce que pour l'instant, Ouais. on a fait 4 albums un peu dans une même logique, donc qui a été construit pas forcément exactement de la même façon, mais oui, enfin, c'était à peu près le même modèle. Sur le quatrième, on a commencé à mettre un morceau chanté. Avec une jeune fille qui est, ma foi, assez mignonne, faut dire ce qui est. Jessie Oulier, voilà, qui est une chanteuse super et une guitariste super aussi, et Tu qui a peux une répéter son performance. prénom, s'il te plaît? Jessie Lee Oulier, D'accord. avec deux L. C'est une artiste qui s'était fait connaître. Il me semble qu'elle avait fait The Voice à l'époque. Mais bon, c'est une super chanteuse de blues. Elle a un groupe qui s'appelle Jessie Lee and the Alchemist, où elle joue notamment avec son chéri qui s'appelle Alexis Didier, qui est un guitariste incroyable. Et elle est aussi chanteuse dans un groupe anglais qui s'appelle Brit Floyd, qui est un tribut de Pink Floyd qui tourne dans le monde entier. Voilà. D'accord. Et on a eu des retours comme quoi plein de gens nous ont dit ouais c'est super parce que nous la musique instrumentale au bout de 2 morceaux on décroche, là il y a 20 morceaux instrumentaux sur vos disques précédents, c'était un peu indigeste et tout, donc on se demande si on va pas ouvrir un peu plus vers on gardera toujours la facette instrumentale parce que c'est notre ADN quoi, mais peut-être il y a moyen d'amener des morceaux qui contiennent beaucoup de guitare, mais où il y a aussi un chanteur ou une chanteuse. C'est pas du tout incompatible. D'ailleurs, tu vois, dans l'album Warden Cliff Tower de Alan Osworth, il y a un morceau chanté, je crois. Ouais, Ça, ouais, ça, ouais. ça apporte une respiration. On se dit, bon, bah pourquoi pas faire, par exemple, un tiers de morceaux chantés, 2 tiers de morceaux instrumentaux. On a envie peut-être de privilégier vraiment le côté live aussi dans les prises, ce qu'on a commencé à faire beaucoup sur le quatrième album, euh, de faire jouer les gens ensemble et puis pas forcément de les faire jouer par strat, parce que bon, c'est pas tout à fait la même expérience. Et ça rejoint un petit peu, c'est à contre-courant de ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça pousse les gens à jouer différemment et à jouer vraiment en fait. Quoi, hein, voilà. Mm. Donc on sait pas trop, voilà. Et puis donc, donc on est parti là pour en faire un cette année, peut-être possiblement l'année prochaine, on sait pas. Voilà, D'accord. mais bon, là on sent qu'au bout de 4 albums, quand on a commencé ce projet, déjà bon faire un album, c'était déjà un truc. Il y a plein de gens qui nous ont pris pour des fous hein, de faire un projet de guitare collaboratif comme ça en studio. Enfin, les gens comprenaient pas, mais vous êtes malade, ça va jamais. Enfin, vous allez vous planter, ça va. Voilà. On, on avait annoncé le fait qu'on voulait initier une collection, donc on a fait un deuxième, un troisième et un quatrième. Il faut savoir aussi que c'est vachement d'énergie et vachement de travail, hein, parce il y a le fait déjà d'organiser le projet, de le financer, de faire venir tous les gens au même endroit sur 10 jours, avec tout ce que ça implique en logistique, transport, hôtel, choses comme ça. Il y a toute la phase où on crée les morceaux, où il y a enfin, des allers-retours de démos avec les uns et les autres. Euh, S'assurer que tout le monde va se pointer au studio en ayant travaillé ces parties, ces trucs, ces machins. Il y a la vidéo qui est une grosse part du projet où en fait on se retrouve avec des terras et des terras et des terras de rush vidéo. Après il faut tout tout dérocher. Même si c'est pas nous qui faisons le montage, c'est Matt Ninat qui le fait. Bah on le fait quand même de manière très rapprochée avec lui. Donc la post prod, le fait de poster les vidéos, de faire les miniatures, enfin tout ça finalement en fait ça fait une somme de travail qui est colossale. Donc au bout du quatrième album, on était un peu rincé quand même. Donc là, on se donne le temps de recalibrer un peu le projet,
voilà, pour que ça continue aussi nous de nous exciter autant qu'avant, et puis et puis apporter quelque chose de frais et de nouveau aussi, quoi. Hmm, tout à fait, oui. Je vois le. Autre style, peut-être aussi, tu vois, là, on a beaucoup ouvert sur le jazz et la fusion sur le quatrième. Alors, moi, je m'attendais pas. Bon, alors, la vidéo de Sylvain, forcément, elle a très bien fonctionné parce que, hélas, c'est tombé au moment où il nous a quittés. Mais, on a d'autres morceaux, ouais, un peu hors du champ, du rock, du metal, du shred, qui ont très bien fonctionné, que ce soit en blues, en fusion. Donc voilà, peut-être diversifier encore davantage les styles de musique, quoi. Hmm, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que ouais, ça me fait. Quand je vois le projet que c'est, alors autant tout le monde dit ouais, putain, t'es un bosseur et tout, mais quand je vois, c'est facile de gérer seul, en fait, je trouve. De travailler beaucoup seul, bon, je trouve que c'est assez simple. De gérer la logistique et tout ce côté humain, comme tu disais, oui, il faut s'assurer que tout le monde ait bien travaillé sa partie. Putain, dans ma tête, je me dis, mais c'est que. Oh putain, ouais. Et ouais, tu te Ouais, mais dis. alors après, bon, tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, vous vous prenez la tête, vous devriez faire des basses batteries, créer des backing tracks, que les gens reçoivent chez eux, ils enregistrent leur partie de guitare en se filmant chez eux, après vous réceptionnez tout le travail qui a été fait et vous faites des montages, des machins. Mais pour moi, c'est pareil, c'est pas, tu fais pas la même musique et tu joues pas le même solo de guitare quand t'es en studio avec des mecs en train de jouer ou avec des gens autour de toi, Ouais. enfin que quand t'es dans ta zone de confort. Et puis quelque part aussi, je me rends compte que grâce à ce projet, il y a plein de gens qui y ont participé qui se seraient jamais rencontrés euh, autrement, tu vois, c'est-à-dire ils auraient peut-être échangé quelques idées en se parlant enfin sur Instagram ou sur Facebook, je sais pas. Mais le fait de se rencontrer en vrai, bah, quelque part, ça a fait naître aussi certains projets parallèles qui sont pas du tout initiés par nous, mais enfin, qui sont le fruit de ces rencontres-là. C'est intéressant que Sylvain Luc rencontre, je sais pas, je vais dire une connerie, Tanguy Kirleroux, tu vois, c'est des gens qui sont pas censés se rencontrer. Hmm. Et le fait qu'il y ait des rencontres comme ça, qui se fassent dans un studio un peu intimiste comme ça, tu vois, par exemple, Jean-Marie Ecaille, il avait appelé Neo Geo pour faire une masterclass dans son festival. Hmm. Euh, Parce qu'il l'a rencontré par ce biais-là, il se connaissait pas du tout avant. Donc ça ouvre un peu l'esprit des plus vieux, des plus jeunes, t'as plein de musiciens professionnels installés pour qui les gens qui émanent des réseaux sociaux, c'est un peu des branleurs parce qu'ils ont pas appris à jouer sur scène, parce que c'est pas des vrais musiciens entre guillemets. Bah quelque part ça peut les faire changer d'avis parce qu'ils vont voir la personne en train de jouer, en train de travailler, ils vont se dire tiens bah non en fait je m'étais un peu planté, même si c'est pas tout à fait le même métier que celui que je fais, le mec a quand même des choses à dire et et puis c'est chouette. Donc voilà, c'est ça aussi le l'intérêt de cette aventure-là. Et je crois que tous les gens qui y ont participé, quelque part, alors je dis pas que ça a changé leur vie, parce que ce serait vachement prétentieux de le dire, mais ça a changé quelque chose, je pense. Et D'accord. chez Et certains, ouais, je t'écoute. non, non, chez certains plus que d'autres, voilà, je- mais je pense que certains, ça les a vraiment, tu vois, par exemple, Tanguy, quand il est venu faire son morceau, c'était la première fois qu'il rentrait dans un studio d'enregistrement. C'était la première fois qu'il jouait avec un batteur et un bassiste. Non, Euh, sérieux? oui, oui, il était encore. Bon, il a beaucoup progressé depuis. C'est un mec qui évolue très vite. Mais je pense que cette expérience, ça lui a vraiment apporté beaucoup, même si sur le coup, c'était pas forcément agréable. Parce que forcément, tu te retrouves dans ce contexte d'un truc que t'as jamais vraiment fait, à jouer un de tes morceaux que t'as composé devant 10 personnes qui sont là dans la cabine autour de toi à regarder tes doigts pendant que tu joues avec une caméra qui est pointée à 20 centimètres de la touche de ta guitare. C'est chaud, quoi, tu vois. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup de métiers, qui sont très expérimentés, qui ont participé à ce projet et qui étaient vraiment pas bien, hein. C'est parce que quelque part, t'es vulnérable dans ce moment-là, quoi.
Mhm. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire, enfin, quand t'es vulnérable et quand tu joues sans filet, eh ben, tu fais pas la même musique que quand t'es chez toi, derrière ton ordi avec ton mug de café et ton chat qui ronronne à côté de toi. C'est pas le même délire. Ouais, non, c'est pas pareil. Ouais. C'est vrai. En tout cas, bah, c'est vachement intéressant d'avoir tous ces points de vue là. Donc là, on arrive vers la fin. Est-ce que Ouais. j'avais envie de te poser encore une question. Est-ce que actuellement, aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que tu pratiques toujours? Est-ce que simplement tu joues pour le plaisir? Est-ce que tu as une hygiène Oui. euh, ouais, Ouais, t'as une hygiène. j'essaye de maintenir entre vraiment le travail que je fais focus, où je fais que de la guitare, Hmm, et, euh, et le fait de jouer, par exemple, ouais, en regardant un film ou un truc comme ça, parce qu'on a tous un peu ce côté-là. Ouais, j'essaye de maintenir au moins 1 heure et demie de pratique quotidienne. Ce d'accord. qui, ce qui pour certains n'est pas énorme, mais bon, c'est ce que je dis souvent quand t'as l'expérience de travailler un instrument depuis longtemps, que tu sais t'organiser, que tu sais vraiment te focus sur tes points faibles, sur les choses qui te, ça, bah, mine de rien, même 1 heure par jour, à la fin de l'année, ça fait quand même 365 heures de gratte. Et puis, je ressens plus le besoin nécessairement de travailler autant qu'avant. Les seules périodes où je travaille plus, c'est quand vraiment, bah, quand par exemple, j'écris des compos sur United Guitars et que j'ai envie de développer des choses des phrases, par exemple, écrire des phrases. Alors ça, c'est un truc que je fais même en dehors du travail de la guitare, que je peux faire sans l'instrument. Écrire des phrases, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Et après, une fois que j'ai écrit des phrases, je les travaille sur la guitare. En général, ça, je le fais plutôt, par exemple, en sélectionnant une progression d'accords sur laquelle j'ai du mal à jouer. Hmm. Et je vais vraiment essayer de trouver des cheminements comme ça De broder les accords, en fait. Tu te fais comme des petites études, en fait. C'est ça? Ouais, voilà, écrire des phrases, c'est un de mes profs à l'American School, en fait, donc l'école de jazz que j'avais fait, qui m'expliquait ça. Il me disait le plus important, c'est d'écrire des phrases. Il disait, même si tu écris une phrase par semaine, c'est pareil. Au bout de 2 ou 3 ans, ça fait un certain nombre de phrases, tu vois. Et, et après une phrase, t'as tellement de façons de la jouer. Tu peux la jouer sur une corde, sur 2 cordes, dans différentes positions. Enfin, voilà, il y a Oui, avec des bends, avec des glissés, enliés. dans toutes les tonalités. Voilà, t'as certaines tonalités, tu vas pouvoir utiliser des cordes à vide, d'autres pas, d'autres machin. Enfin voilà, jusqu'à ce que cette phrase, quelque part, tu l'aies tellement malaxée et que tu l'aies tellement intégrée que quelque part, elle sort de toi presque naturellement. Enfin, quand tu imagines ce que tu veux jouer. Hmm. Bah, en tout cas, je voulais bien te remercier d'être venu là sur la chaîne. Ça me fait plaisir de te recevoir, quoi. Ah oui, merci à toi. Hein, Encore merci d'avoir répondu présent, comme d'habitude. ouais. Bah, Voilà. écoute, merci à toi pour ton invitation. C'est pareil, tu fais partie des gens dont j'aime bien regarder les contenus. Tu vois, comme je te disais, là, tes vidéos quotidiennes, alors je les regardais pas tous les jours. Je Comment regardais ça? sur. Tu n'as pas regardé tous les jours? Ah, tu me Non, non, vexes. non, mais donc des fois, voilà, la petite phrase d'accroche, elle m'interpellait. Et je trouve ça bien, voilà, j'aime bien aussi le côté pas forcément trop produit, parce que quelque part, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont faire des vidéos très chiadées, où le montage va être vraiment, là, ça va droit dans le propos, c'est de la matière, c'est de la vraie matière pédagogique livrée d'une manière directe et tout, et c'est bien, c'est intéressant. Bah, merci en tout cas. Merci en tout cas. Je sais nous nous sommes quand même régulièrement au téléphone, il faut le dire. Oui, On a tendance à tailler la bavette un bon moment en plus habituellement. Parce que passionné, hashtag passionné, quoi, hein, voilà. voilà, exactement. Donc, euh, donc dans la description, les amis, je vous mettrai tout ce qui est inhérent à Ludo, donc sa chaîne, ses réseaux, tout ce qu'il voudra mettre en avant, ce sera dans la description. Bien sûr, les chaînes de Guitar Extreme Magazine, mais j'imagine que vous êtes déjà abonné à ce genre de chaîne. Les chaînes de United Guitars, j'imagine que vous êtes déjà abonné. En tout cas, si ça ne l'est pas encore, il faut de suite aller le faire pour suivre cette aventure-là. Et bah, Ludo, je te remercie vraiment d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir tout ce beau monde là actuellement sur la chaîne et que tu sois venu. Pour moi, c'est vraiment cool. Voilà. C'est cool, Seb. Bah écoute, à bientôt.
Salut à tous et puis Bye. À demain pour une autre vidéo, les gars. Ciao.